avec Eric, vous allez entendre parler d'éléphants et de mammouths sur des continents différents et dans un temps extrêmement lointain. Vous pourriez penser qu'on va parler d'un film, pas du tout. C'est le thème de notre conférence. Et vous allez voir comment Eric met de l'éthique actuelle sur un monde passé et sur un monde lointain. Le mammouth, c'est une longue histoire, le mammouth. Parce que le mammouth, on s'est toujours intéressé au mammouth depuis la préhistoire, au moins le paléolithique supérieur. Donc vers 18 000 ans à peu près, voilà, dans les grottes enfin en Dordogne, en Bosnie, dans différents pays, on a retrouvé énormément d'objets qui appartenaient donc au domaine du paléolithique supérieur. Alors, quel est le rapport avec cet ivoire archéologique et celui actuel? C'est qu'en vérité, on a une sorte de lien qui s'est créé depuis le paléolithique jusqu'à aujourd'hui, qui était quasiment indéfectible. L'ivoire de mammouth, à un moment donné, a été délaissé pour la grande majorité des pays, puisque les éléphants fournissaient suffisamment de volume pour traiter en Chine, voire en France ou ailleurs, ou avec d'autres types d'ivoire, pour la statuaire, et puis bagues et tout ce qui pouvait être utilisé donc en bijouterie, joaillerie. Seulement, la demande a toujours été plus forte et les moyens techniques pour aller chercher l'ivoire toujours plus perfectionnés. On a commencé à l'arc et à la flèche, à la lance, et ça a fini avec des hélicoptères, à la Kalachnikov, à la grenade, et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, se sont installés un certain nombre de mafias, de systèmes mafieux, qui ont pris et qui montaient très très haut en politique, et qui ont, en plus de la drogue, en plus de la prostitution, en plus d'un certain nombre d'autres choses, commis des méfaits pour pouvoir se fournir en ivoire, et pouvoir redistribuer ça via les comptoirs, via les ateliers, à travers le monde. Donc, ce sont des stocks d'ivoire colossaux, et on a seulement pris conscience de la perte de cet ivoire d'éléphant lorsque certains pays ont dit, africains ont dit, nous n'avons plus d'éléphants chez nous. Il y a actuellement à peu près... si je fais dans mes souvenirs, je crois qu'il reste simplement dans le monde 1 500 000 éléphants, tout compris, dans le domaine sauvage. Je ne compte pas ceux qui sont employés au Sri Lanka ou dans d'autres pays, en Inde, et qui sont peut-être à peu près 500 000. Sachant que l'ivoire d'éléphant peut être exploité de façon raisonnable sur des animaux en captivité, eh bien, il fallait donc trouver un système, quelque chose qui puisse être un produit de compensation. Et le produit de compensation, ça aurait pu être certaines graines, ça aurait pu être certains types de plastique ou de l'ambroïne, etc. Donc des résines bourrées de poudre d'ivoire. Eh bien non, on a réouvert, on s'est rappelé que l'ivoire de mammouth existait en quantité dans certains pays, notamment la Russie. Alors, on trouve du mammouth à Paris, sachez-le, si vous grattez un petit peu autour des couloirs du métro, vous aurez des chances de trouver des morceaux de mammouth. Mais le mammouth ne sera pas celui que vous espérez. Ce seront des os assez secs, il y aura des dents et de l'ivoire, mais la qualité est vraiment inférieure à celle qu'on pourrait attendre pour réaliser des œuvres. Donc on s'est rabattu sur 2 îles en particulier, l'île Saint-Paul et la plus connue, c'est l'île Wrangel, qui est russe et qui est située entre les États-Unis et la Russie actuelle. C'est-à-dire elle est juste en dessous des futurs tirs missiles entre les deux pays. Voilà, et ça protège les mammouths. Voilà. Donc l'île est pour l'instant, on pourrait dire protégée, mais pas du tout. Cette île va fournir ce matériel compensatoire et malheureusement, la demande en ivoire de mammouth, sachant que les Russes gagnent très peu d'argent, c'est une ressource
très fortes, un petit peu comme celles qu'on a vues tout à l'heure sur le diamant. C'est-à-dire qu'ils peuvent gagner, en l'espace d'une journée, l'équivalent d'un an de salaire. Donc, vous pouvez comprendre que ça attire certaines convoitises et qu'on va mettre, comme on dit, les moyens, même si on ne les a pas, mais les moyens techniques, pour se fournir là-bas. Donc, il y a une énorme contrebande qui s'est mise en place, malgré des prises de décision au niveau des ministères russes et des musées, pour essayer d'endiguer et contrôler les rentrées et les sorties de cet ivoire. Donc, l'ivoire fossile est un élément de compensation. Donc, il a, pendant un temps, permis la baisse du braconnage pour les éléphants d'Afrique et une hausse record des saisies d'ivoire. C'est-à-dire que, d'un côté, on avait permis la non-vente des défenses d'ivoire, et le Kenya, le Zimbabwe, etc., un certain nombre de pays dans le monde ont même brûlé, et à Paris aussi, on a brûlé les stocks d'ivoire, une grosse partie des stocks d'ivoire du Jardin des Plantes, dans le Jardin même des Plantes, évidemment avec la presse, c'était quand même un coup d'éclat que la France voulait donner, mais c'était important de le faire. Donc on a... Pardon ? Et oui, j'allais le dire. Et qui faisait partie des stocks récupérés avec accord des douanes, parce qu'il ne s'agit pas que le muséum apparaisse comme un reseller. Donc, en accord avec les douanes, donc on a tout brûlé avec huissiers, etc., pour être sûr qu'il n'y ait pas un morceau qui sorte de... Oh, il y a moins de 10 ans. Il y a moins de 10 ans. Non, alors, attention, non, j'ai dit une partie des stocks, parce que on a quand même des chercheurs, mais lorsqu'on travaille aujourd'hui au muséum sur l'ivoire, on travaille sur nos stocks. Enfin, j'ai dit non, je parle au nom du muséum, enfin, voilà. Mais on le fait avec parcimonie et avec des ordres de mission, on va dire. C'est-à-dire qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi. Donc les prélèvements sont faits pour comprendre comment calculer l'âge d'un mammouth, savoir éventuellement comment, durant sa vie, on en reparlera, il a pu évoluer et grandir, et pour quelles raisons les formes des défenses sont tordues de telle manière ou de telle autre, etc. etc. Voilà. Donc le mammouth, malheureusement, on s'est rendu compte qu'il fallait le mettre en zone de sécurité. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé très vite avec une surexploitation des mammouths fossiles, ou les momies de mammouths aussi. Elles sont, voilà. Donc, ce matériau a été victime de son succès, et maintenant, du fait de sa surexploitation, il a généré une nouvelle forme de braconnage et qui est menée à très très grande échelle, vraiment à très grande échelle. Et c'est la raison pour laquelle donc, la Convention de Washington, donc, la CITES, a mis en place un cadre juridique strict relatif à son commerce international. Malheureusement, il est bafoué en permanence et on ne sait plus trop comment réagir face à ce nouveau fléau. Et c'est pratiquement la première fois que l'on s'intéresse à l'ivoire de mammouth et à un fossile qui doit être classé comme animal en voie de disparition, alors qu'il a déjà disparu en soi. Donc on se trouve devant une forme d'aberration, mais qui a des conséquences extrêmement importantes, et, comme je vais essayer de vous l'expliquer, parce que j'ai pas mes textes et je suis un peu perdu. Voilà. Donc je vais vous parler des sites paléolithiques tout à l'heure, notamment paléolithique supérieur. L'homme a toujours utilisé le mammouth et les morceaux de mammouth pour la statuaire, tout ça, mais aussi pour fabriquer des cabanes. Vous voyez, il y a une énorme cabane. Ce sont des fouilles qui ont été menées il y a une vingtaine d'années en Ukraine. Et on récupérait
bien évidemment les défenses, les omoplates, les os longs, etc., qu'on recouvrait de la peau de mammouth, la peau de mammouth qui est très très épaisse, elle peut faire jusqu'à 2,5 cm d'épaisseur, c'est quand même énorme. Et à partir de là, ils fabriquaient des cabanes et ils revenaient saisonnièrement dans ces cabanes qui étaient fortement armées et ils reprenaient les chasses saisonnières pour vivre décemment. Alors, ce mammouth a quand même inspiré pas mal de gens. C'était le Paléolithique, développement de l'art pariétal. Et donc, on a retrouvé, vers 13 000 à peu près, à l'époque magdalénienne, énormément de représentations de mammouth. Sachant tout de même que le mammouth n'est pas la représentation enfin, on va dire que c'est une représentation relativement rare, hein, comparativement à des aurochs et surtout des chevaux, etc. Donc, c'est quand on a, si vous visitez des grottes en Dordogne, par exemple, si vous voyez la grotte aux 100 mammouths, eh bien, dites-vous bien que ce que vous voyez est un caractère tout à fait exceptionnel. On n'a jamais réuni autant de dessins de mammouths dans une grotte que dans cette grotte-là. Alors, l'os de mammouth, on a retrouvé un jour, parce que l'homme préhistorique s'était représenté avec sa peau de bête, sa massue, grosse massue, hein, à la main, et il tirait sa bonne femme par les cheveux pour l'emmener au travail. Bon. C'est une image d'Épinal, mais qui est restée fixée dans l'esprit des gens. Et aujourd'hui, on veut redorer l'image de la préhistoire et de la position de l'homme dans la préhistoire, et de l'homme avec un grand H, mais homme et femme, bien évidemment. Donc, il y a eu une découverte très importante, ça a été la Vénus dite impudique. Donc, elle n'est pas représentée là. C'est une sorte de petite fille, peut-être qui a entre 8 et 11 ans, et représentée nue, et elle avait une sorte de petite jupette au-dessus de la poitrine qui descendait jusqu'au nombril. Voilà, c'était apparemment son seul vêtement. Malheureusement, si vous la voyez, elle est au musée de l'Homme. Si vous la voyez, la jupette a disparu parce qu'elle a été trop manipulée par les préhistoriens, notamment. Mais cette petite Vénus a marqué un tournant dans l'histoire de l'homme parce que c'est la première fois qu'on a compris que l'homme préhistorique pouvait conceptualiser. Alors, ça paraît tout bête, mais ça a changé la vision de l'homme moderne sur l'homme préhistorique. Et au fur et à mesure que le temps va passer, cette image stupide qu'on avait de l'homme préhistorique va évoluer. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il était sacrément évolué. Parce que les nouvelles découvertes qui sont faites chaque année, hein, c'est vraiment annuel, apportent de plus en plus d'informations sur les modes de vie de l'homme préhistorique et de l'utilisation de certains matériaux, en particulier de l'ivoire. Donc là, je vous ai mis la fameuse figurine à la capuche que je pense que tout le monde connaît. Hein, la sculpture permet aussi de se rendre compte de la beauté des personnes de l'époque, hein, qui savaient s'habiller, se coiffer. Donc on a ici des faits sur les modes d'habillement de ces dames, hein, et de ces hommes. Et à droite, la Vénus de Donny Veslonice, pareil, avec sa coiffe un peu phrygienne sur la tête. Donc ça, c'était très important. Et puis, on a, toujours au Musée de l'Homme, la fameuse Vénus de Lespugue. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont au moins vue dans des articles et des ouvrages. Donc c'est une femme stéatopige, donc, qui a des réserves, hein, comme on dit. Curieusement, elle n'a pas de trait de visage, alors que d'habitude, on en avait, vous avez vu sur les précédentes Vénus. Alors quand on dit Vénus, c'est un raccourci pour figure féminine stylisée, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Voilà. Donc celle-ci est assez extraordinaire. Donc elle a une longue chevelure qui lui tombe dans l'arrêt des fesses et un petit pagne visible et qui lui est fixé sous les fesses et non pas au-dessus. Je ne sais pas comment ça tenait, mais c'était comme ça. Donc c'est une statuette qui a quand même de moins 25 à moins 20 000 ans. Donc c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Et on aurait pu la retrouver absolument intacte. Malheureusement, elle a reçu un coup de pioche. Et on n'a, curieusement, jamais retrouvé les morceaux qui manquaient. Donc elle a été reconstituée en partie. Et la partie grise que vous voyez, c'est ce qui en reste aujourd'hui. La partie à droite, c'est la partie reconstituée. Alors, le mammouth, c'est super. Tout le monde en veut, parce que c'est quand même une belle chose. Et là, vous avez, encore en préhistoire, mais c'est parce que je m'adresse à des gémologues, vous avez ce qu'on appelle une
crash de cerf. Alors, la crash de cerf, pour ceux qui ne connaissent pas, le cerf, donc le mâle, possède 2 dents surnuméraires dans sa bouche, et personne ne sait à quoi ça sert. Mais je dis bien une paire, 2, pas plus. Et ce qui veut dire que lorsqu'on veut obtenir une paire de crash, eh bien, il faut tuer le cerf. Si on tue le cerf a un cheptel autour de lui, et si on tue le cheptel est perdu, il perd le mâle, et donc il ne sait plus où aller. Hein. Donc il est obligé de quitter la région pour essayer de trouver un nouveau cerf, mais qui est déjà occupé avec un autre cheptel. Ça crée un désordre écologique déjà extrêmement important. Or, vous voyez la dame du cavillon, donc autrefois c'était l'homme du cavillon, ensuite on a découvert que c'était une femme, donc on s'est dit, tout le monde l'a représentée, 90, 60, 90, avec bonnet, enfin bon, on va rentrer dans les détails, et en vérité, on a fait toute une étude avec Henri de Lumley, et on a vu que cette femme était en fait voûtée, elle souffrait d'arthrose, elle avait une jambe pétée, autant dire un pied beau, et puis, elle avait subi un certain nombre d'accidents. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a subi un enterrement, et voire un deuxième enterrement, qui a montré le statut d'une femme qui était extraordinaire. Parce qu'on lui a accordé une tombe qui était tout à fait exceptionnelle. Donc là, j'ai fait la photo du crâne au cours de l'étude. Et vous voyez qu'elle a, sur la tête, elle a toute une série de petits coquillages, des Neritea, de Méditerranée, on sait exactement d'où ça vient, qui ont été cousus sur une résille. Donc si on coud, ça veut dire qu'on savait déjà fabriquer de la corde, des cordelettes. C'est pas rien, ça. Et autour, il y avait un bandeau, vous voyez, couvert de crash de cerf. Je vous ai dit, un mâle abattu, ça sème la panique parmi les femelles. Vous voyez le nombre de crashs qu'il peut y avoir? Imaginez, c'est-à-dire que toutes les cerfs de la région ont été éradiquées pour lui fabriquer cette fameuse résille. D'où l'importance de cette tombe. Vous comprenez l'intérêt. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous avez une crash à côté. Eh bien, c'est un faux qui a été fabriqué au Paléolithique supérieur et qui est en ivoire de mammouth. Donc si on n'avait pas de crash, eh ben, on les fabriquait. C'était pour un enterrement, ça ne se verrait plus après. Hein. Donc on a maquillé quelque chose volontairement et on a retrouvé comme ça des faux. Et ce sont les premières perles fausses avérées, donc en termes de bijouterie-joaillerie de l'époque. Hein. Voilà. Alors c'est qu'une anecdote. Hein. Voilà. Donc la présence des mammouths témoigne d'une partie de l'évolution paléoécologique de notre planète aussi, jusqu'à des périodes relativement récentes, puisque les derniers mammouths, on va le voir, ont été retrouvés, ont connu l'homme préhistorique, et il y avait encore des mammouths sur l'île Wrangel à l'époque des pyramides d'Égypte. Donc, ces mammouths se caractérisent donc par une paire de défense, hein, bien évidente, avec très proéminente, et à croissance continue. Pardon ? Donc, la mandibule de mammouth que vous avez là, il y a donc 2 paires de dents. Il peut y en avoir 3, mais en général, c'est les 2 que l'on voit. C'est la dent du fond, celle qu'on va appeler peut-être la dent de sagesse, qui va croître en poussant en avant les 2 dents qui sont sur le devant. Et quand l'animal va grandir, il va au bout de, par exemple, 30 à 40 ans, comme il mastique énormément de végétation, les stries qui se trouvent sur les dents vont s'user. Donc, sur la première dent qui va tomber, sera remplacée par une deuxième qui va s'user à son tour, poussée par la dernière, c'est-à-dire la 3e dent qui est derrière. Et quand cette dent sera complètement usée, le mammouth ne pourra plus mastiquer et il va mourir de faim. Donc c'est une grosse... S'il n'est pas mangé avant par quelqu'un, par un prédateur, il va périr d'une façon horrible. Enfin, moi, je trouve ça horrible. Voilà, donc la mandibule de mammouth laineux, donc c'est Mammuthus primigenius,
donc possèdent 2 dents visibles, et les dernières s'opposent aux 2 paires de dents de la mâchoire supérieure. Voilà. Maintenant, si on coupe ces dents, et beaucoup de gens confondent l'ivoire de mammouth avec les dents de mammouth, parce qu'il y a le mot mammouth qui intéresse, on se fixe sur l'idée du mammouth, mais on vend de plus en plus en coutellerie, en bijouterie, du mammouth, et on ne précise pas toujours qu'il s'agit de dents ou d'ivoire. Voilà, donc vous avez 3 coupes dans la structure d'une dent. Vous voyez que c'est très esthétique, c'est très joli, ça se polit magnifiquement bien. C'est résiné, hélas, et on choisit essentiellement ces dents de Russie parce qu'elles sont mieux colorées et beaucoup plus cohérentes que les dents de mammouth de nos régions européennes. Voilà, là vous avez au Crétacé, donc il y a 80 à 65 millions d'années, un petit animal qui va apparaître, c'est le Phosphaterium squillei. Et ce petit bonhomme eh bien, va engendrer à peu près 150 différentes espèces animales, dont le mammouth, qui lui n'apparaîtra qu'il y a 50 millions d'années. Donc ce petit animal, on va le retrouver avec différents types de mammouths, parce qu'il n'y a pas une seule variété de mammouth. Ce mammouth, squillei, est né en Afrique du Sud, dans le sud de l'Afrique. Il va remonter vers le nord de l'Afrique et il va donner Mammuthus meridionalis, qui lui est encore en Afrique dans la partie sud et qui va se répandre sur l'ensemble du continent africain. Et une partie de ces mammouths va partir sur le continent eurasiatique. Mais comme le mammouth était dans des parties chaudes, il devait avoir des oreilles, par exemple, beaucoup plus grandes, c'est-à-dire l'équivalent et on le sait, de l'éléphant d'Asie et non pas celui d'Afrique. Mais en remontant, les systèmes adaptatifs ont fait que ce mammouth eh bien, a vu ses oreilles se réduire parce qu'il n'avait plus besoin de ventiler le corps parce qu'il faisait déjà trop froid. Et puis, il va y avoir, comme il fait beaucoup plus froid et qu'il est poussé vers le froid à un moment donné, il va commencer à avoir des poils. Alors que les premiers mammouths étaient pratiquement sans poils, voilà, la pilosité va commencer à se développer et ça va donner Mammuthus trongontieri, voilà, donc mammouth des steppes, puisque on va changer carrément de nourriture. Et dans l'Europe de l'Est, il va stationner un temps et il va y avoir des vagues de réchauffement qui vont le pousser à nouveau en direction de l'ouest. Et là, il va s'adapter à nouveau pour donner un nouveau mammouth qui va s'appeler Mammuthus intermedius, donc intermédiaire, hein, et qui, lui, va encore évoluer et va donner le fameux mammouth que tout le monde connaît et que nous utilisons en bijouterie, joaillerie, qui est donc Mammuthus primigenius. Voilà, c'est celui que vous verrez donc sur les marchés russes. C'est uniquement cette espèce-là. Donc, il y aura un petit mammouth qui va se perdre quelque part, on n'en tient pas compte, donc qui est Mammuthus exilis, donc celui-là, on l'oublie. Alors, ce qu'on voit là sur cette diapo, on voit le mammouth de Colombie, donc Columbie, qui est encore une autre variété intermédiaire, et celui-ci va stationner dans la zone, pendant que Mammuthus, le mammouth de Colomb, puisqu'il était dans les zones du Mexique, etc., lui va être poussé vers l'est et sera repoussé vers l'ouest. Je vais plus vite ? D'accord, je vais passer vite. Bon, et ces 2 mammouths vont vivre ensemble. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va y avoir la provocation donc d'une extinction naturelle, hein, des mammouths. Donc il y a 12 000 ans, c'est noté, à 10 000 ans, à 8 et à 3 500 ans. Curieusement, tous les mammouths vont rester stationnés sur la partie ouest des continents, et un seul, c'est Mammuthus primigenius, qui va, lui, se diriger vers l'est, et il va se retrouver avec les glaces, capable d'aller sur l'île Wrangler qui est là, et l'île Saint-Paul que je n'ai pas notée, mais c'est surtout l'île Wrangler, donc vous voyez, entre la Russie et les États-Unis. Et là, il va se passer une période extrêmement bizarre, absolument incroyable, qui n'est pas toujours comprise, qu'on appelle en préhistoire le tardiglaciaire.
Alors le tardiglaciaire, vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Vous n'avez peut-être non plus jamais entendu parler du Drias ancien, le Drias ancien, non. Donc c'est un interstade, c'est le Bowling Hill Road. Et là, il va y avoir une période qui va durer, où les mammouths vont vivre tranquillement. Et puis il va y avoir une période qui s'appelle le Drias récent. Donc c'est la fin du Wurm, donc la fin d'une glaciation. Et là, il va se passer un très gros événement. Donc là, vous avez un mammouthon qui a été découvert et qui est momifié, quasiment intact. Alors les mammouths entiers, il y en a très 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 peu, mais on en a retrouvé. Et le mammouthon, qu'on a baptisé Liula, a été découvert en 2014 seulement. Et il fait partie des pillages, mais parmi les pilleurs, on a des gens qui, néanmoins, signalent des choses quand elles sont un peu extraordinaires. Donc il y a quand même des gens qui s'intéressent à ce qui peut se passer. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé au Drias? Eh bien, il y a eu une petite comète qui est passée par là. Ça, c'est une des grandes théories. Et cette théorie fait que elle va engendrer une onde de choc extrêmement chaude, suivie d'une période de refroidissement qui va durer moins de 10 heures. 10 heures. En 10 heures, la température va diminuer. On va passer à moins 140 degrés. Toute la mégafaune, c'est-à-dire mammouths laineux, etc., et les rhinocéros laineux, certains ours, etc., eh bien, on va en retrouver certains debout, figés, dans un moment de déplacement, comme s'il y avait un arrêt sur image au cinéma, ou comme sur une diapositive. Et puis, ce qui est formidable, c'est que dans certains de ces animaux, eh bien, ont été utilisés comme armoire à viande par les Inuits pour se nourrir dans les périodes extrêmement froides. Mais là, avec la décongélation actuelle du fait du réchauffement de la planète, ces mammouths commencent à surgir. Et voilà l'état de certains mammouths qui ont été découverts vers 1903, je crois. Et on va retrouver sur ces mammouths, la plupart du temps, parce que s'ils restent exposés trop longtemps, ils vont être mangés par des prédateurs actuels. Mais on va retrouver de la peau, on va retrouver des poils, on va retrouver énormément d'éléments. Il peut y avoir des parasites, il peut y avoir énormément de choses sur les mammouths. Et on va retrouver des pattes entières avec le cuir, etc. Et on va trouver aussi des fœtus, on va retrouver dans les estomacs ou les intestins la nourriture des mammouths. Et on va pouvoir identifier ces plantes. Et on a découvert, grâce à ces plantes, que le Drias récent s'est passé en plein été, estival. Donc, parce qu'il y avait certains types de plantes qui étaient présentes et typiques de ces herbacées des mois d'été. Voilà, donc les Yédomas, donc c'est le nom que l'on donne à ces accumulations de l'œuf congelés que l'on trouve à Wrangell, et que vous les voyez sur les photos, sur une ancienne gravure en bas et sur une autre photo en haut. Donc vous voyez des empilements de l'œuf, c'est-à-dire que ce sont des accumulations de sable liées à la présence de vents très violents, qui se sont accumulés et qui ont en plus cimenté, on va dire, enfin cimenté, mais c'est meuble, c'est relativement meuble, les mammouths qui étaient en place. Et c'est à la base de ces Yédomas, à plus ou moins haute altitude, que ces collines peuvent faire jusqu'à 40-50 mètres, hein, tout au plus. Et c'est là qu'on va retrouver en place les momies ou les fossiles de morceaux de mammouth. Voilà. Donc on a des limons à grains fins en plus, 3% de matière organique, voilà, et 50 à 90% de glace d'eau en volume, c'est-à-dire que c'est de la glace dépourvue d'oxygène, et que l'on retrouve même jusqu'à l'intérieur des mammouths. Voilà, donc ces mammouths sont extraits en Russie, les autres pays maintenant veulent plein de morceaux. Donc on recherche du poil de mammouth. Le poil de mammouth vaut à peu près 10 € le poil. Hein, donc tout a un prix, d'accord. Et en fonction de la qualité de ces bestioles, eh bien, ça représente au final des sommes colossales. Et tout récemment, en 2017, on a retrouvé un mammouth en très bon état de conservation, et ce qui prouve que le Drias récent a provoqué une cryogénie extrêmement violente, c'est que quand on a nettoyé les tissus musculaires de l'animal,
les muscles se sont mis à saigner. Et donc, on a pu récupérer du sang qui a coulé dans des tubes à essai. Heureusement, les gars, ils ont réussi à récupérer ce sang. Et ça a donné l'idée à qui? Eh bien, à des scientifiques de vouloir recréer l'ADN de mammouth pour fabriquer de nouveaux mammouths. Donc, ça, c'est... Alors là, c'est d'un point de vue éthique, je suis absolument... L'ADN était suffisamment intact pour être exploitable? Oui, absolument. Absolument. Et, si vous voulez, après, d'un point de vue éthique, si on reprend l'ADN, parce qu'il faudra repartir d'un éléphant, mais le mélange ne donnera que de l'ADN d'éléphant. Donc c'est complètement bidon, cette histoire. Mais, et puis, remettre des mammouths, il fait beaucoup trop chaud aujourd'hui. Le mammouth, il se retrouverait quasiment dans un four. Il serait trop chaud. Le pauvre, il souffrirait jusqu'à la fin de sa vie. Donc c'est une vaste connerie. Mais si pour vous, c'est intéressant de vous faire Jurassic Park, pourquoi pas? Après, chacun voit là où il a envie d'aller. Hein, d'accord? Voilà. Donc, l'ivoire est fabriqué de fibres de collagène, et on trouve donc des particules d'hydroxyapatite carbonatée enrichies en magnésium. Donc, voilà la structure. Vous avez la croûte d'une défense à gauche et la section de l'ivoire de mammouth, donc, qui se divise un peu comme des pelures d'oignon, mais pas en sphère, mais en longueur. Là, l'émail, il y a de l'émail chez les mammouths, sur les dents, mais cet émail appartient uniquement chez les jeunes mammouthons. Après, avec l'usure et la croissance dentaire, l'émail va disparaître et on retrouve uniquement de l'ivoire. Alors c'est intéressant parce qu'on peut dater, éventuellement, donner l'âge à l'animal. Donc ces défenses peuvent atteindre des longueurs de 1,20 m, soit environ 10 kg, à 3,80 m, c'est-à-dire de l'ivoire, il y a 100 kg. Imaginez avec 100 kg d'ivoire de mammouth ce qu'on peut fabriquer. Donc, ces défenses sont légèrement fléchées vers le haut, avec un axe de croissance à plus courbé vers l'extérieur, etc., jusqu'à former un tiers, trois quarts des courbes décentrées vers l'extérieur. Pour les plus remarquables, ces dernières appartenant à des individus âgés. Mais ces individus âgés sont déjà condamnés, rappelez-vous, à cause de l'usure des molaires. Donc voici une section, cette fois-ci, une coupe transversale de proboscidiens, puisqu'il est la famille des proboscidiens. Il y a à peu près 95% de dentines, et on trouve de larges rubans concentriques, plus ou moins épais, selon la position du prélèvement. Donc le fait de stabiliser, si vous voulez, les ivoires de mammouth, ça évite de les jeter parce que ça ne tient pas. C'est un peu comme un certain nombre d'opales éthiopiennes, on les stabilise. Après, on accepte ou pas que ce soit stabilisé, mais ça permet de sauver beaucoup de matériel plutôt que de le voir périr à son extraction. Alors, les angles de Schreger, je pense que ça, beaucoup d'entre vous en ont entendu parler. C'est un gros casse-tête. Voilà. Donc, on la retrouve dans la dentine, au plus près du sément. Et là, vous voyez qu'on peut mesurer les angles de Schreger. Donc, on a du mammouth, vous voyez, l'angle de Schreger est relativement serré, il peut aller jusqu'à 90 degrés. Par contre, l'ivoire d'éléphant, l'angle est beaucoup plus large et ça fait une sacrée différence. Mais ce n'est pas parce que vous savez différencier ces deux angles différents que vous allez pouvoir dire oui, j'ai trouvé du mammouth et j'ai trouvé de l'éléphant. Non, c'est pas aussi facile. Cette mesure est beaucoup plus difficile et c'est plutôt fait sur des moyennes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas travailler sur un seul échantillon, mais sur un certain nombre d'échantillons. Donc, si c'est une boule, si c'est un truc torsadé, etc., c'est très, très difficile à réaliser. Donc, il vaut mieux en passer par des laboratoires qui, eux, discrimineront le mammouth de l'éléphant. Mais ça coûte cher, et est-ce que c'est vraiment rentable? Ça, j'en sais rien. Donc, vous voyez ici les tubulures caractéristiques. Hein, donc, on voit néanmoins que la structure anatomique est bien conservée dans les défenses. Et on voit des déchirures qui correspondent aux angles, donc cette fois-ci transversaux, de ces figures de Schreger. Maintenant, si on coupe longitudinalement, on va retrouver, vous voyez, ces formes ogivales qui se succèdent. Alors, la dent, en fait, pousse par l'extérieur et enferme l'intérieur. Mais il y a, sur la croûte
à chaque fois de l'ivoire. Il y a des oxydes qui se mettent en place et qui ne font pas le lien parfait entre la première, la deuxième, la troisième, quatrième, cinquième, sixième couche, etc. Et chaque couche étant quasiment annuelle. Donc, quand on retrouve cet ivoire, la plupart du temps, il se desquame et ça forme des sortes de tuiles, enfin j'appelle ça des tuiles, et ces tuiles, en fait, servent en coutellerie. Alors là, pour la coutellerie, c'est le pied, quoi. Et là, ils sortent des manches extraordinaires, et ça peut servir aussi pour faire des colliers, des bagues, ce que vous voulez. Mais la coutellerie est ravie quand on a ces fameuses tuiles. Voilà la réaction aux UV. Je ne sais pas si c'est très clair. Voilà, aux UV, évidemment, les différentes couches vont vous donner une couleur bleue. Et puis en UV court, vous avez un bleu clair, ce qui permet de mettre en évidence la structure de l'ivoire. Et là, vous voyez donc la partie blanche à cœur de la défense de mammouth, et évidemment les différentes couches qui sont au-dessus et qui desquament. Une fois de plus, on voit bien les champs tubulaires ou cylindro-ogivaux qui se succèdent les uns à côté des autres. Ici, vous avez un ivoire actuel d'éléphant, et on voit à nouveau que la statuette est taillée donc, dans l'axe de la défense. C'est pour ça que vous avez les lignes verticales délimitent les différentes croissances de l'ivoire d'éléphant, mais pour l'ivoire de mammouth, ce serait la même chose, et qui est porcelanné d'autres petites fissures transversales, mais qui sont liées à la déshydratation du produit. Voilà, la pointe de défense de mammouth altérée donc, provoque ces fameuses tuiles emboîtées. Et voilà. Donc, la fonte du pergélisol, donc ce sont ces sols qui sont gelés toute l'année en grande profondeur. En général, à période chaude, ça dégèle sur simplement, on va dire, entre 3 et 10 cm tout au plus. La neige qui est dessus disparaît, mais la glace en elle-même reste fixée. Or, aujourd'hui, avec le réchauffement de la planète, il se passe que ça fond, et donc on descend de plus en plus bas à l'intérieur du pergélisol. Alors ça peut avoir des conséquences, parce que on a des plantes de la toundra, etc., qui vont disparaître, qui seront détruites à cause de ce fameux réchauffement. Donc ça va malheureusement impacter certains animaux, ça peut aller des oiseaux, des reptiles, amphibiens, etc., et éventuellement la libération de certains virus, certaines bactéries qui sont peut-être pas trop attendues par l'homme, parce qu'on ne sait pas quelle maladie pourrait nous être transmise suite à la fonte du pergélisol. Et puis, on a un autre problème, c'est que la fonte du pergélisol va libérer du CO2, beaucoup de CO2. Et puis, ça va libérer un autre gaz beaucoup plus dangereux, qui est le CH4, donc le méthane, on en a parlé tout à l'heure, le CH4, et le méthane est extrêmement explosif. Il est insidieux, il est un peu comme le gaz de schiste, il va filtrer à travers la glace, et on va se retrouver avec ces gaz à effet de serre extrêmement forts, détonnants. Il n'y a pas besoin d'une flamme, dès qu'ils sont portés à l'équilibre, ils peuvent exploser, et rien ne peut prévenir de cela. Donc, la CITES, donc, depuis 2016, a parlé d'inscrire les fossiles de mammouth dans la liste des espèces protégées. Pourquoi ? Parce que cette interdiction, donc, puisque le monopole de l'ivoire, ce sont pour les Russes, mais l'accentuation de la fonte du pergélisol a des conséquences à l'échelon mondial. Donc, même sur cette petite île de Wrangel, où il ne se passe pas grand-chose, apparemment, ça peut avoir des conséquences sur nous tous, qui viendraient accentuer sur la radioactivité et les autres problèmes que nous avons. Tu me fous la porte, c'est ça ? Oh, c'est pas vrai, mais quel maraque, hein, j'en parlerai au président. Donc, on a à peu près évalué à 80 tonnes d'ivoire russe exportées annuellement. 80 tonnes. Imaginez tout ce qu'on a pu secouer comme terre là-bas pour obtenir ce fameux ivoire. Israël, on en parle beaucoup en ce moment, hélas, veut faire interdire le commerce des défenses de mammouth laineux, donc Mammuthus primigenius. Malheureusement, ils ne sont pas écoutés, ils n'ont pas été entendus, mais ils ont quand même soulevé un lièvre, et on devrait, logiquement, un jour,
stopper l'extraction de l'ivoire. Mais par quoi va-t-on le compenser? Parce qu'on sait que sur les substituts, c'est pas aussi bon, c'est pas aussi joli, etc., etc. Voilà. Donc là, vous avez une plaque d'ivoire. Bon, bref. Et voici là un manche de couteau en ivoire de mammouth. Et donc, on a des micro-fractures, donc intenses en couleur, des colorants qui se fixent et se concentrent préférentiellement dans les fractures. Et ces teintures artificielles vert-jaune, en imprégnation dans l'ivoire blanc, vert, marron, etc., font tout l'esthétique, ajouter une plus-value sur le très kitsch, sur la vente de cet ivoire de mammouth. Et ce que je voudrais vous dire ici, c'est que, bien sûr, que c'est beau. On a tous envie d'avoir l'histoire du Dryas récent. On a tous envie de se rappeler de la préhistoire et des traditions de la préhistoire issues de si lointains. Les plus anciens trouvés étaient à 35 000 ans quand même. C'est quand même énorme. Et on se dit, je possède du mammouth, c'est quand même fabuleux, quoi. Non, c'est pas si fabuleux que ça. Mais, néanmoins, pour terminer, pour conclure... Oui, d'accord. Le mammouth qui était sur l'île de Wrangel était un mammouth qui commençait, par consanguinité, à se raréfier. Il s'était nanifié et ensuite il commençait à avoir des gros problèmes de santé. Donc, de toute façon, on a fait que le temps a anticipé sur la disparition de ces mammouths au Dryas récent. Et ce que nous récupérons à Wrangel et dans l'île Saint-Paul, donc sachez-le, c'est du mammouth dégénéré. Mais c'est pas... Oui, il est dégénéré, non mais vraiment. Mais ceci dit, ça reste quand même un très beau matériau. Et pour terminer, merci pour votre attention. Oui. Bonjour, merci. J'ai une petite question sur l'ivoire. Est-ce que là, on peut parler d'un ivoire fossilisé ou pas encore? Oui, bien évidemment. C'est un ivoire fossilisé pour différentes raisons. D'abord, c'est son âge. Même si les tout derniers spécimens ont disparu, en gros, il y a 4000 ans, il y a plus il a disparu. Donc, c'est une espèce disparue. On en a d'autres qui ont disparu, qui disparaissent encore aujourd'hui. Mais on ne parle pas encore de fossiles, mais voilà. Mais il n'y a pas que sur l'île Wrangel, on en trouve dans la Sibérie, mais ils sont sous forme de dents ou de défense ou quelques os. Mais les plus beaux spécimens appartiennent à ces deux îles parce que ce sont les fossiles et les momies les plus récentes retrouvées dans le pergélisol. Je vais juste préciser ma question. Comme en fait, vous nous avez parlé du fait qu'il s'était figé par le froid et par la glace, il n'y a pas eu de transformation minérale. Enfin, j'entends si c'est des momies. Est-ce qu'il y a eu une transformation minérale par rapport à un os ou par rapport à une défense, pardon? Alors, les scientifiques ont retrouvé certains types d'éléments, mais qui sont liés en fait à l'environnement. Je vous ai pas donné toute la recette parce que c'était sur mon PowerPoint que j'ai laissé dans mon garage. Et là, vous auriez eu, si vous regardez dans la publication du GIA. Mais en fait, il est fossilisé. On va dire. Alors, on va oublier le mot fossilisé. Ils sont cryogénisés. Et comme les conditions environnementales ne descendent pas, ne montent pas au-dessus de 0 degré Celsius, donc on maintient dans le frigo naturel le mammouth au point qu'on peut le consommer même. Ne le faites pas, parce que pour X raisons, mais il y a des gens qui en ont consommé. L'ivoire lui-même, cet ivoire-là n'est pas fossilisé. À Paris, il est plus fossilisé à Paris parce qu'il a évolué par des carbonates, etc., d'accord. Mais quand il est cryogénisé, le mammouth, il est frais. Pas par la fraîcheur du truc, mais il est frais. Si je vous dis, on peut arriver à le consommer. Enfin, ne le faites pas, mais voilà. Donc, on est dans un stade intermédiaire. C'est des subfossiles, on va dire. Alors, moi, je retourne sur le commerce des dents. Je ne sais pas si vous avez connaissance ou dans vos recherches, vous étiez allé en Chine récemment. Alors,
Non, mais le commerce se fait via Hong Kong et en Chine. Voilà, à Hong Kong actuellement, je peux partager des photos avec vous parce que votre intervention m'intéressait particulièrement. La rue traditionnellement des antiquaires, c'est Hollywood Road, qui est particulièrement sinistrée suite à un traîné encore de Covid. Dans toutes les boutiques, il y a des mammouths, mais blanches comme neige. Sculptées mais blanches comme neige, pas comme sur vos images. Alors en tant que consommateur, est-ce que on peut voir la différence? Parce que moi ça me faisait très douteux. Alors les Chinois m'ont proposé immédiatement des grands certificats en chinois, CITES en chinois. Alors du coup, en revanche, et je vous ai photographié, j'ai photographié ça aussi, il y a partout des affiches que c'est du vrai mammouth, mais qu'il ne faut pas l'exporter, que vous aurez des problèmes aux douanes. La Chine veut poser un embargo sur les ivoires. Mais ça, c'est le côté officiel. Okay, parce qu'on est en Chine. Et puis, il y a partout aussi des bijoux avec, et là, votre histoire des dents, tout à fait intéressante, je prêterai encore davantage, des petits bijoutiers avec du mammouth aussi. C'est véritablement, l'inondation de l'ivoire de mammouth à Hong Kong, Macao, et je dirais dans le sud de la Chine, mais surtout dans ces lieux-là, il y en a partout. Je partagerai volontièrement les photos avec vous pour votre recherche. Oui, ça m'intéresse. Oui, effectivement, la Chine est la première destination de l'ivoire de mammouth aujourd'hui. C'est à peu près 72-75%. C'est énorme. Alors, ensuite, il y en a un peu sur le Japon et un peu moins aux États-Unis et en Europe. Merci pour la présentation. Alors là, pour le coup, tu as réellement dégraissé le mammouth. Et j'aimerais savoir pour quelle raison tu as choisi ce sujet. Et ensuite, j'ai une autre question plus axée gémologie. D'accord. Alors, j'ai choisi ce sujet parce que c'est un nouveau marché qui s'ouvre. On est pour parler éthique et je pense que vous avez compris le sens de ma présentation, c'est-à-dire on a un nouveau marché qui vient de s'ouvrir. Les remarques qui ont été faites sur la Chine sont tout à fait opportunistes, mais réelles. C'est-à-dire que les Chinois ont sauté sur les occasions. Les Russes se sont mis à vendre en quantité parce qu'ils sont retirés par hélicoptère. Et ensuite, ils passent par avion carrément. Même, la plupart du temps, ils ne prennent même pas le bateau. Et c'est livré en masse là-bas parce qu'il y a des centaines et des centaines d'ateliers prêts à accueillir cet ivoire de mammouth comme matière de compensation. Donc c'est un marché tout à fait récent, nouveau, qui s'ouvre et vous allez le voir s'épandre à Paris ou en France de manière absolument incroyable. C'était pour attirer votre attention sur ce que c'est que l'ivoire de mammouth et savoir ce que vous achetez. Vous achetez un fossile ou une momie ou un subfossile, mais le danger, c'est qu'on vous refourgue, et ça y est, c'est commencé, de l'ivoire d'éléphant pour du mammouth, bon, inversement, ok, et surtout, c'est qu'à force de faire des teintures, ils fabriquent même avec de l'ivoire de mammouth de l'odontolite. C'est-à-dire qu'on vous vend de l'odontolite. C'était ma question, en fait. Ah, j'aurais pas dû en parler, ça, c'est foutu. En fait, c'était ma deuxième question. Ah bon. Ma deuxième question, c'était justement ça. Pourquoi je pense, enfin, tu n'as pas parlé d'odontolite. Et oui. C'est un problème de temps. C'est un problème de temps. Ah oui. Donc, vas-y. Mais cette histoire d'odontolite, elle existe dans l'ivoire de mammouth, puisque c'est l'odontolite, donc c'est ni plus ni moins que la vivianite, qui a été. Il y a eu des travaux faits, je ne sais pas comment elle s'appelle, la responsable d'un département au Louvre qui a fait sa thèse sur l'odontolite avait montré que c'est de la vivianite, ni plus ni moins. On parle de fausse, de turquoise, etc. De turquoise, vieille turquoise, hein, c'est ça. C'est ni plus ni moins que de la vivianite. Et ça n'a été trouvé que dans des os anciens. C'est ça. Et on a quelques ivoires qui sont teintés aussi. Mais il faut faire attention parce qu'il y a des oxydes de cuivre qui peuvent
ne pas être, qui peuvent s'insinuer dans les matériaux et ressembler à l'odontolite. Donc ça aussi c'est un grave problème. Au musée de l'Homme, on a une main gauloise momifiée et elle est toute verte. Et c'est parce qu'en fait elle avait des bijoux en bronze et elle est toute verte. Et elle a pendant au moins un bon siècle, était choyé, etc., comme un objet divin, enfin un objet extraordinaire qui avait des pouvoirs, jusqu'au moment où on a dit mais non, c'est juste une main humaine, gauloise, et teintée accidentellement par des oxydes de cuivre.